Salut à tous, bienvenue. Je vous présente deux jeunes Olim Hadashim, enfin, ils sont là déjà depuis un petit moment. Benjamin Felous à ma droite et Odélie Gonzalez à ma gauche. Salut tous les deux, bienvenue. Bonjour. Alors vous êtes là parce que vous avez décidé de vous engager en politique, mais avant de vous poser des questions sur le programme de la liste dans laquelle vous êtes inscrit, eh bien on va essayer de faire un petit retour arrière sur votre parcours d'Alia, l'Alia Story, la fameuse, pour en savoir plus tout simplement sur vous. Voilà. Alors, vous habitez Batiam tous les deux. Tout à fait. Ça n'a pas toujours été le cas. Alors, je ne sais pas par où commencer, c'est un peu compliqué d'aller à Story à deux voix, mais on va essayer. Alors vous êtes né dans une famille israélienne et vous avez habité à Paris, dans le 20e. Alors on habitait à Créteil. J'ai grandi à Créteil, voilà. Okay. C'est bien après qu'on est parti à Paris. On habitait à Créteil jusqu'à l'âge de 16 ans, j'étais à Créteil en fait. J'ai étudié à Créteil. J'ai eu une enfance et à tous les niveaux magnifique à Créteil à cette époque-là. On avait encore cette possibilité de vivre notre judaïsme comme il se doit et d'être dans les écoles laïques, d'étudier dans les écoles laïques sans problème. Donc vous étiez scolarisé en école laïque. Exactement, voilà, okay. L'école de la République. Et ça a été la plus belle expérience qui soit. Je regrette pas une seconde. Mais j'en suis sûre. Donc vous avez grandi, on l'a dit, dans une famille où votre mère était israélienne. Tout à fait. Donc vous avez appris l'hébreu couramment, c'est votre tzfatem, comme on dit, votre langue maternelle. Oui, c'est ma tzfatem. Ma mère est née en 1965 à Beersheva. Et en fait, elle a voyagé à Paris pour juste des vacances et a rencontré mon père qui était parisien. Voilà. Okay, donc vous avez grandi comme ça. Voilà. Donc vous avez grandi avec l'amour d'Israël, évidemment. Bien sûr. J'ai grandi, si on peut dire, le fessier entre deux chaises constamment, parce que j'ai toute une grande partie de ma famille qui est en Israël, à Beersheva. Mon grand-père est arrivé en 49, donc on est bien établi dans cette ville. Et puis j'ai toute une partie qui habite à Paris et en région parisienne. Donc oui, ça a été très difficile de faire un choix concret. Mais vous êtes partagés toujours, en tout cas vous avez l'amour des deux cultures. Oui, j'ai énormément d'amour pour les deux cultures. Alors ça c'est un point, il y a deux points qui vous rassemblent tous les deux, parce que toi Benjamin Felous, tu as grandi dans le 93. Tout à fait. Voilà. Le 9 cubes comme on dit chez les jeunes. Le 9 cubes. Ok, donc 93, on imagine que tu as été confronté à le changement du quartier. Alors, ça a beaucoup évolué, c'est sûr, sur une période... j'ai la trentaine aujourd'hui, je suis né dans les années 80, donc forcément, on a vu l'évolution pour la population juive dans le 93. On avait la chance d'être proche d'institutions religieuses, la synagogue, l'école religieuse. On avait la chance d'avoir des commerces cachers et on vivait vraiment repliés sur nous-mêmes. Et, un peu comme à Créteil, en fait. Oh. Ouais. Oui, enfin, ça dépend pour qui. Mais à Créteil, il y a quand même cette chance que la communauté juive perdure. Alors que chez nous, chaque année, c'était des dizaines de juifs qui partaient soit vers Paris, soit vers d'autres villes. Tu as gardé des contacts avec ta communauté d'alors, avec tes voisins juifs ? Ma communauté d'alors n'existe plus aujourd'hui. C'est-à-dire que quand j'avais 13 ans, que j'ai fait ma bar mitzvah, on était 200 familles. Quand j'ai fait mon alia à 18 ans, on était difficilement minyan le vendredi soir. Et il y a 2 ans, on a appris que tout simplement notre Beth Knesset a fermé. Mmh. Donc tu es en Israël depuis combien de temps ? Moi, ça va faire depuis 2005. J'ai fait mon alia en 2005. D'accord, donc ça fait pas mal. Alors toi aussi, comme notre ami Odélie, tu as beaucoup de familles qui étaient arrivées directement d'Afrique du Nord à Israël. Tout à fait. Tu as de la famille à Haïfa. J'ai de la famille à Haïfa. Mes grands-parents ont souvent résidé à Haïfa. Mon oncle s'est établi à Haïfa dans les années 60. Le frère de ma mère s'est établi à Haïfa dans les années 60. Et ça a toujours été notre repère israélien. C'est-à-dire que tous les étés, on venait en Israël, au moins un mois, et on avait les grands-parents, les oncles, les tantes, les cousins, les cousines. Donc Israël au cœur, toi aussi, toujours. Une famille très sioniste, évidemment. Famille très sioniste. Mais c'est pourtant pas ça qui a fait que tu as décidé de monter en Israël. C'est ça qui est paradoxal, chacun a ses propres raisons pour venir, et ça vient à un moment toujours... il y a des raisons particulières. Alors, qu'est-ce qui t'a pris ? Pourquoi tu as décidé de monter ? Alors,
j'avais eu la chance d'être dans une école religieuse jusqu'à un degré assez avancé de ma scolarité, quasiment jusqu'au bac. La dernière année, j'ai dû partir également à l'école de la République, auquel je sais gré. C'était vraiment une très bonne expérience d'être avec des gens de toutes les origines, surtout dans le 93. Ça m'a beaucoup appris sur la société française et je regarde même encore aujourd'hui des amitiés. Et ensuite, j'ai enchaîné sur une prépa Sciences Po. Okay. Et quand j'ai rencontré les gens avec qui j'étais en prépa Sciences Po, j'ai rencontré des gens extraordinaires, mais ça m'a fait prendre conscience que je ne voulais pas vivre en France, en fait. Pourquoi ? Pour des raisons d'habitude de vie, pour des raisons de mentalité. C'est même pas à cause de l'antisémitisme. L'antisémitisme, c'est une des raisons parmi tant d'autres, mais c'est peut-être la dernière. C'est vraiment la volonté d'avoir un destin en France ne m'effleurait pas. Je me voyais pas travailler, je me voyais pas étudier, je me voyais pas avoir des enfants en France quand je côtoyais les gens qui étaient autour de moi. Donc tu décides de faire ton alia et tu atterris où alors ? Alors, j'ai la chance, comme mes parents étaient de grands sionistes, j'atterris chez mon oncle à Haïfa. Okay. Mes parents avaient un appartement à Netanya, comme beaucoup de Français, ça aide beaucoup. Et il y a toujours la coloc à Florentine avec les amis, juste avant de rentrer à l'armée. C'est les 5 mois avant de rentrer à l'armée, on fait un peu les fous, on expérimente un peu sa nouvelle liberté. Beaucoup de jeunes qui font leur alia à 18 ans savent de quoi je parle. Et après, on a le choix, soit on commence les études, soit on commence l'armée. Bon, toi, c'était pas tout à fait la même chose. Toi, tu n'étais pas dans l'euphorie des 18 ans, tu travaillais déjà quand tu as fait ton alia ? Oui, alors, tout à fait. Donc, en fait, en France, on va repartir un peu en arrière, on va parler un peu de la France, parce que c'est aussi une des raisons qui a déclenché mon alia. J'ai été bénévole pendant 6 années au service de protection de la communauté juive. Et donc, j'ai été confrontée à une réalité face à laquelle vivait la communauté juive au niveau de l'antisémitisme. Ça a été concrètement une réelle claque pour moi. Ça a été vraiment de constater ce qui se passait et de voir sur le terrain justement à quel point c'est important qu'il y ait des personnes qui soient là pour protéger notre communauté en France dans les années 2000. Ça a été difficile. C'est ça qui a déclenché. Ça a été une école extraordinaire pour moi, à tous les niveaux, au niveau humain, au niveau de compréhension de ce qui se passait pour la communauté juive aujourd'hui en France. Ça a été une très très belle expérience. Et donc, après tout ça, j'ai décidé de revenir en Israël parce que c'est pas ma première alia. Ouais, tu n'es pas la seule. Tu as deux départs officiels, on va dire. Voilà, 2 départs officiels. Comme mon conseiller à l'Argent Juif appelle ça l'alia de la seconde chance. Ouais. Voilà, donc j'ai eu cette seconde chance et je voulais vraiment faire passer un message à chaque auditeur qui sont rentrés pour des raisons X ou Y. Ne perdez pas espoir. La deuxième chance, elle est là. Elle regarde la caméra. Elle est là. La porte est toujours ouverte. Vous avez une deuxième chance, prenez-la. Okay. Prenez-la. Alors, Odélie, tu es arrivée où quand tu as saisi justement cette deuxième chance ? Tu avais déjà un job, quoi. Tu t'es bien organisée cette fois-ci. Oui, j'étais très organisée, tout à fait. Ouais. J'étais très organisée. Je travaillais pour une agence de voyage qui s'appelait Sarah Tour, qui avait des locaux à Paris, à Strasbourg, puis en Israël, à Tel Aviv. Donc, tu t'es fait embaucher par eux ? Voilà, tout à fait. Par le local qui s'appelait Sarah Air à Tel Aviv, à la rue Trumpeldor. Donc, tu arrives à Tel Aviv avec une valise, tu t'installes. Avec 7 valises. Voilà. Oui, enfin, j'imagine, mais disons que c'était l'image. Mais évidemment, 7 valises, il faut préciser que quand on fait son alia, on part chargé en général. Donc, tu t'installes à Tel Aviv, c'est aussi avec des colocataires. Avec une colocataire. Donc, j'ai une amie justement que j'ai rencontrée dans le cadre du bénévolat dans la sécurité en France, qui était déjà sur place. Et à une semaine de mon alia, qui m'a dit « Viens tout de suite, j'ai un appart. Viens, on vit ensemble à Tel Aviv, il n'y a pas de problème. » Donc, j'étais très contente. Ouais. Donc, ça s'est fait. Et le travail, la maison, tout était bien organisé. Tout à fait. Je pense que c'est important de faire les choses de cette façon-là. Bon, mais ça marche aussi quand on est dans l'euphorie de la jeunesse, parce que ces liens que tu as dû, toi, créer avec tes colocataires juste avant l'armée, j'imagine que tu les as gardés et que, encore aujourd'hui. Même si tu n'avais pas de boulot, tu n'avais pas encore d'études, ça s'est quand même très bien passé pour toi. On peut dire ça comme ça. Ça s'est très bien passé en sens où, quand on n'a pas le choix,
On se débrouille. Tout de suite, ça se passe très bien. Quand il y a une ligne directrice qu'on doit suivre et qu'on doit la suivre à la schlag, ça se passe toujours très très bien. Et encore aujourd'hui, les amis que j'ai fait à l'armée dans le cadre de cette période un petit peu d'insouciance de la jeunesse, ces amis-là ont été mes témoins de mariage. Tu les as gardés. Je les ai gardés. C'est des gens extraordinaires. C'est des gens qu'on n'oublie jamais. Et même aujourd'hui, les gens qu'on retrouve de l'armée par hasard, par le plus grand des hasards. C'est comme si on retrouve un frère qu'on n'a pas vu depuis 10 ans. Et il se souvient exactement de tous les détails de votre vie à ce moment-là. Alors, ce qui est intéressant avec toi, c'est que tu as fait un service passionnant chez Nahal. Alors, qu'est-ce que tu faisais chez Nahal ? Alors, dans un premier temps, Nahal, c'est une brigade d'infanterie classique. C'est une unité combattante normale. Il y a plusieurs postes dans chaque brigade d'infanterie. C'est très compliqué à détailler. Mais moi, j'avais la chance d'avoir un grand-père, Zichrono Livracha, qui m'a appris à lire et à écrire l'arabe, et j'ai toujours été intéressé par les langues étrangères, j'avais quelques facilités, donc je baragouinais un petit peu l'arabe, et j'ai été repéré par un de mes faked, qui m'a dit, commence à négocier chaque jour au checkpoint, notamment c'était sur une mission sur Hebron, on avait besoin de gens qui parlaient l'arabe. Et au fur et à mesure, j'ai passé les coursim, les cours de l'armée pour devenir métachéel, c'est-à-dire négociateur, interrogateur, et j'ai progressé comme ça pendant mon service Chova, pendant mon service militaire obligatoire. Donc tu as fait ton service militaire en interrogeant des Palestiniens en arabe. En gros, mais c'était une de tes missions. Une des missions, c'est d'interroger les Palestiniens, c'est de nouer des liens avec, du côté palestinien, les gens qui aident l'armée israélienne, parce qu'il y en a. C'est de comprendre un petit peu ce qui se passe à un checkpoint, c'est de savoir déceler 2-3 détails. Alors, c'est un travail de longue haleine, et ça s'apprend sur le long terme, mais comme on est intégré directement à une brigade d'infanterie, on sait exactement quelles sont les applications pratiques de notre travail. On sait quel terroriste, on doit lui demander quoi, qu'est-ce qu'on doit faire, dans quelle situation on doit le mettre. Bon, t'étais au paradis, non ? Ah, pour moi, de mon point de vue, quand on a 18 ans et qu'on a une tête brûlée, j'imagine. C'est sûr que ça offre d'autres perspectives que Sciences Po Paris. C'est différent. C'est différent, c'est pas la même chose. Bon, alors tu as continué après l'armée, tu as étudié l'histoire et l'arabe forcément à l'université, et puis ensuite tu as trouvé une façon de continuer ton histoire d'amour avec l'armée d'Israël. Alors, ça qui est bien, c'est que l'armée, c'est le premier employeur du pays. On parle beaucoup d'emploi. Il faut comprendre, on a un employeur de 450 000 personnes ici en Israël, employeur ou parfois un peu forcé pour les jeunes qui font leur service, mais qui offre les meilleures perspectives. Et c'est une des choses que les francophones doivent comprendre, c'est que ce pays s'est fondé avec une armée, il vit grâce à une armée, et même si l'armée, c'est pas une fin en soi, c'est un très bon vecteur d'emploi. Donc moi, l'armée m'a proposé tout simplement de passer ma licence, ce qu'on appelle le Torah Rishon, à l'université ici à Yerushalayim, à l'université hébraïque de Jérusalem. Il y a énormément de programmes dont beaucoup de jeunes n'ont pas connaissance, qui leur permettent soit avant leur service militaire, soit après leur service militaire, de rejoindre le monde de la défense. Moi, en l'occurrence, c'était plutôt dans le domaine, on va dire, du renseignement, des langues et l'histoire, parce que j'aime ça, tout simplement. Et, donc l'armée t'a payé... m'a payé tes études et tu as pu travailler, étudier des matières qui te passionnaient et travailler aussi ensuite, après tes études, continuer à travailler avec eux. Ça qui est bien, c'est que tout de suite après le diplôme, on a une voie toute tracée. J'ai servi 2 ans au Misrad HaBitachon, donc j'étais fonctionnaire, pour ainsi dire. Et j'ai appris des choses passionnantes, j'ai eu un boulot passionnant, une vie trépidante. C'est des choses qu'on peut faire qu'en Israël. Techniquement parlant, quand on compare le métier de la défense en Israël et dans les autres pays du monde, pour tous les Olim, ça n'a rien à voir. Et encore aujourd'hui, je sais gré à Tzahal d'avoir forgé et mon esprit, et ma jeunesse, et mon habitude de travail. Bon, et puis on parlera aussi de ton parcours ensuite, parce qu'après tu as aussi des responsabilités au sein de la mission diplomatique israélienne à Paris pendant 2 ans. Tu as fait plein de choses et tu as même rencontré sur ce chemin-là ta femme, avec qui tu es revenue t'installer en Israël. Alors, ça fait rêver ce parcours, Odile, non ? Tout à fait. Moi, je suis son admiratrice. Tu es son admiratrice. Oui. D'accord. Alors, comment on passe, toi, on revient, c'est un peu compliqué aujourd'hui parce qu'on a 2 restaurants en même temps, mais c'est pas grave, de Tel Aviv avec ta colocataire, tu travailles, etc. Comment on quitte Tel Aviv pour aller s'installer à Bat Yam, la ville où tu résides toujours aujourd'hui ? Ok. Donc, il arrive un moment où, quand on habite Tel Aviv et qu'on pense à se marier, ça devient compliqué
de rester à Tel Aviv parce que les loyers sont très chers et inabordables pour certains. Ouais. Et donc, c'est pour cela après notre mariage avec mon mari, on a décidé de s'installer à Bat Yam. Voilà. D'accord. Et tu y résides depuis combien de temps ? Depuis à peu près 6-7 ans, ouais. D'accord. Et tu as gardé parce qu'on dit souvent que parfois quand on prépare l'ALIA, alors on fait des tas de plans, on a même parfois un contrat de travail, etc. Et puis les choses, quand on arrive ici, tournent et changent complètement. Ça a été aussi ton cas ? Oui, ça a complètement tourné, tout à fait. C'est une renaissance, l'ALIA. C'est une réelle renaissance. Et moi, ça a permis pour moi de m'exprimer à tous les niveaux. De sortir d'une timidité et d'exploiter tout mon potentiel à 100%. D'accord, c'est-à-dire tu t'es découvert une nouvelle passion ? Alors déjà, j'ai arrêté de travailler après presque 9 ans de bons et loyaux services dans le tourisme parce que ça devenait compliqué en tant que maman au niveau des horaires. Ouais. Donc j'ai continué 4 ans après dans l'immobilier, toujours à Tel Aviv, d'accord. Et par la suite, au niveau personnel, j'ai développé ma passion qui est le chant. D'accord, donc tu chantes, voilà, magnifique. Tout à fait. Donc tout ça, tu ne l'aurais pas fait en France, j'imagine. Peut-être pas, peut-être. Peut-être, c'est possible, mais en fait, on se sent tellement bien ici, tellement bien qu'on arrive à... On est tellement épanoui, même si c'est vrai que c'est difficile, c'est vrai que c'est pas tous les jours rose. C'est vrai que pour une famille, on doit se battre au jour le jour pour y arriver, pour payer les factures et le loyer et tout ce qui s'ensuit. Mais on est bien comme nulle part ailleurs en Israël. Ok, alors tu habites Bat Yam, tu habites également Bat Yam, c'est pour ça que vous êtes là, parce que avec vos parcours différents, mais on sent quand même le même amour et les mêmes racines, parce que dans vos deux familles, vous avez des gens qui vous ont précédé ici en Israël. Apparemment, je suis sûre que c'est quelque chose qui a été important dans votre destin personnel. Vous avez décidé de vous engager en politique. Tout à fait. Pour Bat Yam. Pour Bat Yam. Alors ça, pourquoi ? C'est pas évident, tout le monde ne le fait pas. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé ? Pourquoi ? Alors déjà, il y a quelques années de ça, quand il y avait les élections à Bat Yam, j'ai participé aux élections auprès du candidat concurrent du maire sortant actuel. Okay. D'accord ? Donc, j'ai atterri dans cette campagne complètement par hasard. On m'a demandé de traduire des documents, on m'a demandé d'organiser un événement. Et doucement, je me suis rendu compte que j'étais en plein dedans, et qu'ils étaient très contents de mon travail. Au début, c'était professionnel, en fait. Vous étiez rémunéré pour traduire des documents. Ah non, c'était bénévole. C'était bénévole. J'ai toujours été, je pense, une certaine référence à Bat Yam, pas que moi d'ailleurs, des personnes comme Chaim Khatab aussi qui œuvrent depuis des années à Bat Yam à travers les associations, ou comme Richard Lesman avec Adir Bat Yam. On est une petite équipe associative comme ça, où on travaille sur le terrain, et le travail associatif à Bat Yam est très 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 important, parce qu'étant donné qu'à ce jour à la mairie, il n'y a pas de coordinatrice ou de coordinateur francophone. Donc tout se passe à travers les associations, tout se passe à travers eux. Pourtant, Bat Yam n'a pas toujours été, en tout cas ces 20 dernières années, une ville où il y avait beaucoup d'alliés francophones, une ville que les Français aimaient particulièrement. Alors, on ne parle pas d'amour là, parce que je pense que les Français qui habitent Bat Yam aiment Bat Yam. D'accord. Profondément. Pour ses qualités, vraiment, c'est une belle ville et elle a tout à donner à celui qui veut prendre, tout simplement. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a trop de marsomim, de barrières. On a trop de barrières au niveau de la municipalité. Et c'est pour ça que ça se développe pas. Oui, bien sûr, c'est pour ça qu'on s'est engagé, tout à fait. D'accord. Alors, elle est rentrée en politique par hasard. Et toi ? C'est un peu plus complet, même si on dit que les grands esprits se rencontrent, à la fois au Delhi, à la fois le mouvement Allez-nous, à la fois pas mal de choses m'ont poussé à me mettre en politique. À titre personnel, j'ai toujours aimé la politique. C'est pour ça que je voulais faire sciences politiques en France. Sans doute. C'est pour ça que j'ai fait ensuite, après mes études et après mon travail, j'ai fait un master de sciences politiques à l'université Abtoura. Ouais. Mais la politique, les gens en fait oublient, ils voient le côté un petit peu extérieur. Ils ne voient pas que la politique s'intéresse à eux. La politique, c'est eux. C'est avant tout fait pour répondre à des problèmes de société. Or, alors toi, tu es 10e sur la liste, donc apparemment tu n'es pas en position éligible. A priori non. Si les gens me réservent une bonne surprise, la malo, pourquoi pas. Mais Odélie, elle est 6e, mais selon les derniers sondages, ce serait possible que tu sois élue. Bezrat Hashem. Bezrat Hashem. Bezrat Hashem, on espère. Ok, alors tu es arrivée comment ?
Alors, à Bat Yam, on est arrivé un peu de la même manière qu'Odélie. Quand on fonde une famille, qu'on revient en Israël, on a besoin d'un environnement un peu plus familial, on a besoin de place pour les enfants, on a besoin de ne pas payer 50% de son salaire dans le loyer. On a besoin d'espace pour vivre. Et Bat Yam, c'était tout indiqué, parce que autant mon épouse que moi-même, on avait nos centres de travail étaient sur Tel Aviv. Mais on est tombé amoureux de la ville. Et c'est ça. C'était pas prévu, c'était la surprise. C'était pas prévu, c'était une solution, c'était un pis-aller. Et maintenant que ça va faire la 4e année qu'on est à Bat Yam, on y est très bien. Notre fille qui est née quasiment à Bat Yam, juste à côté, à l'hôpital, c'est notre ancrage dans la ville également. Quand on voit l'état de la ville, quand on voit certaines choses, et quand on compare, c'est important de comparer en politique, on se rend compte qu'on ne peut pas rester indifférent à ce qui se passe dans la rue. Les gens disent la politique, c'est mettre les mains dans la poubelle. Et c'est littéralement ça, en fait. Les problèmes politiques à l'échelon municipal, c'est pas des problèmes théoriques, c'est pas de la grande philosophie. C'est des choses qui vous sautent aux yeux quand vous traversez la rue. C'est des choses qui vous attaquent directement. Et parallèlement à ça, pour mon engagement politique, j'ai la chance d'être l'ami et également le proche parent d'un membre fondateur du mouvement Aleinu, Yom Tov Kalfon. Okay. J'ai la chance d'avoir travaillé dans le cadre du programme Massa avec Aria Abitbol. Donc je fais Aria partie Abitbol de l'Alliance israélite qu'on salue. Tout à fait. Voilà. Et quand ils ont lancé le mouvement Aleinu, j'étais parmi les membres fondateurs. C'était une réflexion qu'on avait eue en amont, bien avant les élections municipales. Ça date depuis Comment changer la société israélienne, en gros? C'est pas si ambitieux que ça. Si, in fine, oui, c'est comment changer la société israélienne, mais par du tachles, par du concret. Comment faire des mesures directes pour changer la société israélienne là où on est. Parce que c'est peut-être un secteur que les francophones ont longtemps négligé. On veut notre personne à la Knesset. Il faut comprendre un truc. Depuis la création de l'État d'Israël, il n'y a qu'un seul Chaver Knesset francophone, identifié comme francophone, qui a été élu. Pour l'instant, là, on n'est pas encore sur des élections nationales. On n'est pas encore. On est simplement sur des élections municipales. Et sur des élections municipales. Ça va pas tarder, ça va suivre. Bon, ok. Et quand on a rencontré, quand j'ai rencontré Odélie à Bat Yam, je me rappelle qu'on s'était rencontrés bien avant les élections municipales. Bien sûr, parce qu'en fait, j'ai travaillé avec ta femme Hana au sein du Likoud francophone à Bat Yam. Exactement. Dirigé par Benjamin Lashkar, parce que j'étais responsable des francophones Likoud Bat Yam. Donc j'étais aussi engagée au niveau du Likoud, au niveau national. Et oui, donc ça a été une suite en fait d'événements au niveau politique, d'opportunités. Bon, en tout cas, des jeunes, on va dire Benjamin Fellous et notre amie Odélie Gonzalez, plein d'ambition pour leur ville, plein d'envie de faire changer les choses. C'est pour ça qu'ils se sont aussi tous les deux engagés en politique. Alors, ils défendent la liste de Zvika Brod, candidat Likoud à la mairie de Bat Yam. Tout à fait. Voilà, on fera une autre émission. On posera des questions plus précises sur le programme pour avoir de vous des promesses électorale. Voilà, si vous êtes élu, qu'est-ce que vous ferez pour les francophones d'Israël, entre autres? Entre autres. Bon, ok. En tout cas, nous, on était contents de vous avoir reçu, d'en connaître un peu plus sur vous, sur votre parcours très riche, très différent, et en même temps, on voit des similitudes quand même. Oui, alors, c'est vrai que moi, de mon côté, j'ai axé surtout sur le niveau associatif. Bien sûr. Et surtout sur l'aide aux nécessiteux. Ça a été vraiment mon cheval de Troie toutes ces années-là, et je continuerai. Où je serai, je continuerai. Bon. Pour les Bat Yamim. Voilà. Odélie a rejoint le mouvement Aleinu directement parce que c'était le premier mouvement qui proposait de faire quelque chose au niveau local. C'est le premier mouvement. C'est ça qui t'intéresse. Bien sûr. Déjà, j'adhère aux valeurs d'Aleinu complètement. Ça, je pense que Aleinu est un des projets les plus fiables et concret qu'on n'a pas vu depuis très longtemps. Niveau francophone. Bon, on a dit que la révolution était en marche. On espère qu'elle le sera aussi avec vous et que vous allez faire un super score. On vous le souhaite. Merci d'être venu. Merci beaucoup. Et à très bientôt. Merci beaucoup. De rien. Ciao. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Studio Kalita vous raconte leur histoire. Alia Story, c'est vous, c'est nous. כמה טוב שבאת הביתה, כמה טוב לראות אותך שוב. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Studio Kalita vous raconte leur histoire. Alia Story, c'est vous, c'est nous.